Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'expose le log. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de théorie pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment le log fonctionne. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer comment ça se passe lorsqu'on met le log sur notre ordinateur, comment on le traite sur Premiere Pro et DaVinci. La première scène que je vais vous présenter est en conditions de lumière quand même assez basse. Donc, le réglage le plus important que j'utilise pour exposer correctement mon log, il n'est pas basé sur le mode multi comme ce qu'on a généralement en photo. Et moi, j'ai pour habitude de l'utiliser en spot. Donc, on peut l'utiliser évidemment en standard ou en large. Ce spot, ça vous permet de tout simplement connaître l'exposition présente dans le cercle que l'on voit à l'écran. Ça veut dire que l'exposition en +1 correspond à l'exposition présente dans mon cercle, donc actuellement présente sur mon pot de confiture. Donc si je voulais avoir par exemple l'exposition qui est présente sur l'écran que l'on voit à droite, j'ai simplement à pouvoir déplacer, donc je change ma zone de focus, je change la possibilité d'avoir une zone de focus à un endroit différent que ce que calcule automatiquement mon boîtier, et ça me permet en fait de simplement déplacer le cercle. Donc vous voyez que le cercle il est à gauche cette fois-ci, et puis maintenant il est à droite, et puis si je pose mon cercle sur l'écran, ça m'indique que mon exposition est cette fois-ci à plus de stops. C'est-à-dire que je suis surexposé de plus de stops. Mais c'est là où il faut prendre des pincettes, c'est que pour ma caméra, je suis surexposé. Mais on voit bien qu'à l'image, je ne suis pas surexposé. Il n'y a rien qui clip, donc ça on le voit dans l'histogramme. J'ai pas de barre à droite, j'ai pas de barre à gauche qui clip. C'est un premier indicateur d'exposition, ce n'est absolument pas une finalité en soi. Cette fois-ci, donc j'ai plus de lumière ambiante, j'ai que de la lumière du jour qui provient de la gauche. Et donc sur mon boîtier, je vois que mon spot metering clignote à -2, c'est-à-dire que je suis plus que sous-exposé. D'ailleurs, mon histogramme me le confirme, puisque cette fois-ci, j'ai vraiment des barres qui viennent sur la gauche me montrer que toutes mes basses lumières sont brûlées, donc que j'ai de l'information perdue. On voit à l'œil nu que globalement mon image est très sombre, donc il va falloir que je règle tout ça. Donc j'ai toujours mon spot metering sur mon petit pot de confiture. Le premier réglage que je fais généralement, c'est de toucher au filtre ND. Je vais l'ouvrir au maximum. Donc je vois que je suis toujours sous-exposé, donc je suis à -0,7. Mon histogramme est toujours craqué sur la gauche et j'ai plus vraiment d'options là, parce que je suis à 2,8, mon objectif ne peut pas ouvrir plus que ça. Mes ISO, je suis au taquet aussi. Donc la seule solution que j'ai ici, si je veux pas rajouter de lumière artificielle, c'est d'enlever mon filtre ND et de gagner donc les 2 stops de lumière que mon filtre coupe systématiquement. Voilà, donc on voit que j'ai simplement en enlevant le filtre ND, j'ai récupéré donc un maximum de lumière puisque je ne veux pas créer de lumière artificielle dans cette scène. Je veux que mon pot de confiture soit simplement éclairé par la lumière du jour qui nous provient de la gauche. On voit par contre que notre spot metering nous indique un +1, ça veut dire que je suis surexposé de +1 stop, et pourtant sur mon histogramme, on voit que j'ai absolument rien qui vient piquer dans les hautes lumières, donc j'ai pas de grandes barres sur la droite, et j'ai plus ces grandes barres sur la gauche non plus dans les basses lumières. Donc ça veut dire que pour moi c'est ok, cette scène est complètement ok, c'est pas grave si mon spot metering m'indique un +1 et que je suis surexposé. Mon objectif n'est pas d'être surexposé automatiquement, mais d'avoir une image qui soit plaisante à l'œil. Donc pour bien comprendre comment on expose le format log, il faut d'abord s'attarder un peu sur le concept de plage dynamique. Si vous venez de la photographie, vous connaissez déjà bien ce concept. Pour les autres, sachez que la plage dynamique, c'est la portée entre la zone la plus lumineuse et la zone la plus sombre d'une scène que le capteur de votre caméra peut enregistrer sans perdre de l'information. Elle est mesurée en indice de lumière ou en stop. L'œil humain, par exemple, peut capturer jusqu'à 24 stops dans une scène, quand par Sony FX3 peut elle en capturer que 15. Notre caméra ne peut pas capturer toute la lumière qui est présente dans une scène, et parfois il va falloir faire des choix sur la manière dont on va exposer. Donc, par exemple, si on est en intérieur, est-ce que je veux plutôt avoir l'intérieur exposé correctement en brûlant la lumière qui est présente extérieurement, ou est-ce que à l'inverse, je veux exposer pour l'extérieur, mais ce qui va par extension sous-exposer l'intérieur?
Toutes les informations enregistrées par le capteur sont ensuite retenues dans un container pour pouvoir être traitées informatiquement. C'est là que le profil logarithmique, donc ce qu'on appelle le log, entre en jeu. Plutôt que d'avoir un container vidéo classique que l'on pourrait comparer au JPEG en photo, qui va limiter l'enregistrement d'informations et qui va rapidement faire clipper par exemple les hautes et les basses lumières, le log permet d'avoir une plus courte latitude dans la plage dynamique en retenant les hautes et les basses lumières. Le résultat du log brut, ça donne une image aux couleurs grisâtres qu'il faudra recontraster et qu'il faudra restaurer en post-production. Si vous souhaitez savoir quand utiliser le log plutôt que le profil standard, je vous invite à regarder la vidéo juste ici que j'ai réalisée sur ce sujet. Donc évidemment, pour commencer à filmer en log, il faut activer l'option. Par défaut, sur les caméras, c'est pas forcément le cas, vous serez probablement en profil standard. Sur ma Sony, j'utilise le S-Log 3 qui donne la plage dynamique maximale que l'on peut avoir avec cette caméra en 10 bits couleur. Donc avant de vous lancer tête baissée dans un tournage, vous devez connaître quels sont les ISO natifs de votre caméra. C'est-à-dire quel est le réglage des ISO qui va vous procurer la meilleure qualité d'image possible en optimisant la plage dynamique de votre caméra. C'est là qu'on se plante souvent lorsqu'on souhaite utiliser le log pour la première fois. On veut changer les ISO comme si on était en photo, mais non. Lorsqu'on filme en log et que vous sortez de ces ISO natifs, vous réduisez la plage dynamique, ce qui va engendrer une dégradation de la qualité de l'image et donc l'apparition de grains si vous filmez par exemple en basse lumière. Sur ma FX3, j'ai deux ISO natifs de base, j'ai 800 et 12800. Ça veut dire qu'en gros la plage dynamique de ma caméra et la qualité de mon image, elle est optimale si je filme à 800 ISO ou 12800 ISO. Si j'utilise mes ISO à 12800 en basse lumière, j'aurai quand même une qualité d'image exceptionnelle avec un minimum de grains malgré les ISO élevés. Donc avant de changer le réglage de vos ISO, préférez l'utilisation de l'ouverture, de la vitesse ou de l'ajout de lumière. Le Gamma Display Assist, c'est l'outil que j'utilise littéralement tout le temps et qui va me permettre d'avoir une projection du résultat final de mon image comme si elle avait été déjà retraitée en informatique. C'est juste une projection, c'est pas un pré-traitement de l'image, mais ça aide énormément pour voir à quoi ressemble notre image plutôt que d'avoir une image grise où du coup on n'a pas de contraste, donc c'est un peu plus compliqué de voir si vos hautes lumières sont cramées ou si vos basses lumières sont cramées. Comme en photographie, l'histogramme, ça va nous permettre de savoir si on clip en haute ou basse lumière. Si vous voyez apparaître de grandes barres sur la droite de votre histogramme, c'est que vous êtes surexposé et que vous clippez dans les hautes lumières. Si ces barres sont à gauche de l'histogramme, c'est que vous êtes sous-exposé et que vous clippez dans les basses lumières. Simple rappel, mais si votre image clip, ça veut dire que l'information qui clip et qui est contenue dans votre image est perdue. Donc pour faire simple, vous ne pourrez pas modifier l'image pour avoir une bonne exposition et l'image sera inexploitable. Rappelez-vous, on n'est pas en RAW, on est ici en log. C'est deux choses différentes. Ne lui faites confiance que si vous utilisez le spot metering et que vous ciblez précisément la zone que vous souhaitez exposer. Si vous restez en mode multi, ce qui est parfaitement ok, votre caméra va vous donner une moyenne de l'exposition globale de votre scène, ce qui est totalement différent. Ça ne va pas vous donner l'exposition de votre sujet. Pour l'utilisation des zébras, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez les régler pour qu'ils apparaissent dès que vous clippez dans les hautes lumières, donc ça vous permet de protéger vraiment vos hautes lumières, donc vous allez avoir des bandes qui vont apparaître de partout sur votre image, soit vous les utilisez pour exposer correctement la peau. J'utilise personnellement les zébras pour exposer correctement la peau de mes sujets et je les paramètre sur 56 plus 3 stops. Donc dès que on arrive à l'indice IRE de la peau, donc qui est de 56 en moyenne, ils vont apparaître sur mon sujet. Et le plus 3, donc c'est pour donner une certaine latitude aux zébras. ETTR, donc Expose to the Right, donc exposé sur la droite en français. Je suis obligé de m'arrêter 2 minutes sur ce concept. Je pense qu'il y a une grande confusion basée sur de l'information qui est obsolète parce que ça dépend vraiment aujourd'hui de la caméra que vous utilisez. Avec les anciens capteurs, on devait surexposer notre image pour compenser la quantité considérable de grains qui apparaissaient dans les basses lumières. Les capteurs ayant considérablement évolué au fil des années, exposer normalement nous permet aujourd'hui d'avoir une image propre, surtout si on utilise des caméras Sony. La surexposition, ça ne doit pas être constamment appliqué et encore moins si vous shootez en extérieur avec suffisamment de lumière. À vous de faire des tests avec votre caméra et évidemment d'en connaître les limites. Pour ceux qui utilisent les derniers capteurs Sony, exposer normalement suffit parfaitement.
On a shooté tous nos plans en log, et puis maintenant on va passer au montage, et il va falloir modifier ces fichiers, il va falloir leur redonner leur contraste et leur saturation pour avoir une image qui soit plaisante à l'œil. Ici on a un plan que j'ai filmé, donc c'est pas les plans qu'on a filmés tout à l'heure, hein, mais c'est des plans avec un peu plus de couleurs. Ici j'ai fait aucune correction, c'est-à-dire que j'ai vraiment mon fichier brut, et on a donc cette fameuse teinte grisâtre propre au log. Donc il va falloir encore une fois lui redonner le contraste et la saturation. Donc ce qui est génial dans DaVinci, c'est que on a des outils qui nous permettent de faire cette manipulation en quelques clics. On a donc ce qu'on appelle un node, c'est le carré là que je suis en train de zigouiller là dans tous les sens. Et dans ce node, je vais appliquer un effet qui est déjà intégré dans DaVinci, qui s'appelle Color Space Transform. Je vais prendre l'effet Color Space Transform et je vais l'appliquer au node. Et dans ce node, donc il y a des propriétés qui apparaissent à droite. J'ai plus qu'à dire à DaVinci que j'ai filmé avec une caméra Sony en Sony S-Gamut 3.ciné. Donc évidemment, là, il va falloir que vous choisissiez le bon réglage en fonction de votre caméra, en fonction de ce que vous avez choisi, évidemment. Et je vais lui dire que j'ai filmé en Sony S-Log 3. Et je vais lui dire ensuite que je veux avoir une image qui est en Rec 709 en gamma 2.4 parce que mon écran est calibré en 2.4. Et c'est tout. Mon image, elle est traitée, elle est prête pour faire un travail d'étalonnage par la suite. Je vais pouvoir ensuite créer un autre node, donc avant le node de transformation, pour par exemple une teinte en ajoutant par exemple du bleu dans les ombres, je vais pouvoir ajouter du orange dans les hautes lumières, etc. etc. Sur des étalonnages, en fait, j'ai un template qui est déjà prêt et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et puis après, j'ai plus qu'à faire mes réglages, donc à gérer mon exposition, à gérer ma balance des blancs, etc. etc. Donc vraiment sur DaVinci, c'est un vrai plaisir de travailler non seulement sur du log, mais surtout sur de l'étalonnage. Sur Premiere Pro, c'est un peu plus funky, parce que il va falloir soit qu'on récupère un load de conversion, donc il va nous passer du log au Rec 709, soit dire à Premiere Pro, bah voilà, moi je veux que tu analyses tous mes rushs, et je veux que tu fasses toutes les transformations automatiquement. Mais j'aime pas cette deuxième méthode, parce que j'aime bien avoir le contrôle du début à la fin de chaque étalonnage. Donc si je devais faire la même chose que ce que je fais sur DaVinci, il faudrait que je télécharge un LUT de conversion, que j'applique le LUT de conversion sur mon plan, mon rush, et puis ensuite je crée un adjustment layer, un adjustment clip au-dessus, où là je vais commencer à faire mon étalonnage. Pour vous montrer un exemple concret, ici donc j'ai téléchargé les LUT sur le site de Sony, et j'ai simplement à appliquer le LUT de conversion, et c'est tout. Au final, c'est pas si compliqué que ça, hein, puisque on n'a qu'à télécharger un LUT de conversion, mais bon, il faut faire quelques recherches sur Internet pour trouver le bon LUT de conversion. Si vous êtes chez Canon, il va falloir que vous alliez sur le site de Canon pour aller télécharger ça. Sachez que il y a des sites comme gamut.io, par exemple, qui proposent des LUT de conversion vraiment assez sympas, mais moyennant finance. L'avantage de DaVinci, encore une fois, c'est que c'est tout gratuit, c'est tout intégré dedans, et c'est ça qui est magnifique. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il faut passer un peu de temps, parce qu'après on prend vraiment du plaisir à filmer, et puis surtout quand le résultat est à la hauteur de nos attentes. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!